Bienvenue à cette matinale RH promotion interne. Vous avez été très nombreux à vous inscrire, on vous en remercie. On est ce matin 3 personnes du service carrière pour vous faire des développements pratiques sur les contraintes réglementaires et la complétude du dossier en matière de promotion interne. Donc je me présente, je suis Patricia Pignon, la responsable des services carrière et retraite. À ma gauche, Ghislaine Ripoteau, qui est référente du service des carrières. Et à sa gauche, Cindy Jacques, qui est la référente en matière du logiciel Agir pour le service carrière. Bonjour. Je vais vous présenter rapidement le déroulement de cette matinale. Elle va se diviser en 2 parties. Comme je vous le disais, une première partie qui va être consacrée à anticiper, appréhender les contraintes réglementaires de la promotion interne. Et une seconde partie sur la lecture et l'instruction du dossier de proposition. Donc, dans le cadre du déroulement de cette matinale, nous vous proposons de recueillir vos questionnements tout au long du développement de la première partie en positionnant vos questions sur le chat. Et à l'issue du développement de cette première partie, nous reprendrons les questions que vous avez pu poser et qui ont pu vous venir à l'esprit au moment du déroulement. Puis, nous ferons la seconde partie sur le dossier, même consigne. Vous pouvez, si vous avez des questionnements, les positionner sur le chat. Et à l'issue du deuxième développement, nous ferons le tour de ce qui a pu être posé comme question sur le chat. Par défaut, vos micros ont été coupés. Essayez de veiller à ce qu'il le reste pour que l'on n'ait pas éventuellement de bruit parasite qui dérangerait les développements. Comme à l'accoutumée, la matinale RH sera enregistrée et sera mise à votre disposition. Voilà, on désactive les micros comme on peut de notre côté, mais si vous pouviez veiller à ce qu'ils soient désactivés, ce serait parfait. Donc, nous allons attaquer nos développements. On a beaucoup de choses à vous dire ce matin. Le sujet est dense. On espère qu'on arrivera quand même à vous donner toutes les clés pour que vous puissiez compléter vos dossiers de proposition. Comme vous l'avez vu sur le site, ceux-ci seront à restituer au centre de gestion avant le 19 septembre. Cette année, on a pris l'option de vous mettre en ligne tous les éléments plus tôt dans l'année pour que vous puissiez éventuellement travailler sur ces dossiers-là en amont des vacances d'été, pour déjà d'une part de votre côté être tranquille et d'autre part d'une autre pouvoir jeter un œil à vos dossiers et éventuellement s'il y a des difficultés à résoudre ensemble, qu'on ait un petit peu de temps devant nous avant le lancement de l'instruction de tous les dossiers. Donc la promotion interne, c'est quoi? On ne va pas reprendre la totalité des tenants et des aboutissants de la réglementation. Par contre, je souhaitais revenir sur une différence assez importante entre la promotion interne et l'avancement de grade. Outre que l'avancement de grade se situe à l'intérieur d'un même cadre d'emploi et que la promotion interne vous permet de changer de cadre d'emploi, au niveau de la procédure, lorsque vous faites une procédure d'avancement de grade, vous avez entre guillemets la main sur les nominations futures, c'est-à-dire que c'est votre autorité territoriale suite à l'étude du dossier et à la concordance réglementaire de l'agent. C'est l'autorité territoriale qui va dresser un tableau annuel d'avancement et pouvoir nommer ses agents. Dans le cadre de la promotion interne, on est sur un système qui ressemble au système des concours. Il faut être inscrit sur une liste d'aptitudes pour pouvoir être nommé suite à promotion interne. Cette liste d'aptitudes, c'est le président du centre de gestion, M. Tony Bernard, qui la dresse à l'issue de l'instruction et de l'étude de tous les dossiers de propositions que vous allez nous envoyer avant le mois de septembre. Donc, on est bien sur une procédure où vous êtes lié à une inscription sur une liste d'aptitudes. Ces inscriptions sur liste d'aptitudes étant liées à un nombre de postes ouverts, puisque ce n'est pas le centre de gestion de manière informelle qui va déterminer quel est le nombre de postes. Il y a des règles statutaires que l'on va évoquer pour débuter notre première partie, qui vont conditionner le nombre de postes ouverts. Je laisse la place et la parole à Ghislaine Ripoteau. Donc bonjour, je vais vous expliquer comment le plus sommairement possible les règles de calcul d'ouverture des postes.
Donc, ce nombre est fait pour chaque grade. Il est déterminé par le centre de gestion pour l'ensemble des collectivités qui lui sont affiliées. Les quotas encadrant le nombre des postes ouverts à l'API sont toujours en vigueur et n'ont pas été assouplis. Donc, ce nombre dépend des recrutements effectués sur l'année précédente, quelles qu'en soient les modalités, mutation, détachement, recrutement après concours. Le quota est fixé à un poste ouvert pour 3 recrutements intervenus sur l'année précédente. Le service carrière a fait un exemple fictif comme il est mis à l'écran. Donc, on a pris l'option de vous développer à chaque fois sur les rédacteurs. Donc, tout le déroulement sera fait sur le cadre d'emploi des rédacteurs. Comme vous pouvez voir, on peut accéder au grade de rédacteur ainsi que rédacteur principal de 2e classe. Nous avons souhaité, pour que ce soit plus compréhensible, vous mettre des couleurs. Tous les agents qui arrivent par mutation sont en bleu, les détachements en vert, les concours sur les différents concours en noir. Donc, le premier des calculs est tout simple. Nous avons recensé 19 personnes sur la période de référence, c'est-à-dire du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Ces 19 recensés nous permettent d'ouvrir 6 postes puisque la répartition est 1 pour 3. Comme 6 fois 3, ça fait 18 et qu'on s'est servi que des 6 postes, nous aurons un recensé à reprendre en compte pour l'année prochaine. Voilà sommairement le premier calcul. Le deuxième calcul, donc le nombre des postes ouverts peut également être fait en appliquant le quota fixé par le statut particulier de 1 pour 3 à 5% de l'effectif du cadre d'emploi concerné. Ce dispositif est, lui, intitulé Club de sauvegarde. Alors, en fait, c'est tout simple. On fait une requête sur le logiciel Agir qui nous permet de voir qu'il y a 300 personnes qui sont sur le cadre d'emploi des rédacteurs, donc rédacteur principal de 2e classe, rédacteur principal de 1re classe. On applique les 5% qui fait 15, puis 1 pour 3 des 5%. Donc, dans ce cas de figure, ça fait 5 postes. Donc, pour chaque grade, le mode de calcul le plus avantageux est retenu. Il faut savoir que le nombre de dossiers déposés pour un même grade peut être important. Pour exemple, la promotion interne au cadre d'emploi des rédacteurs 2022, il y a eu 86 dossiers déposés pour 7 postes inscrits sur liste aptitude. Je vous précise quand même que lorsque le nombre de recrutements ouvrant droit à une promotion interne n'a pas été atteint pendant une période d'au moins 4 ans, mais qu'au moins un recrutement dans le grade est intervenu, une promotion interne peut être prononcée. Nous appelons ça, nous, une règle dérogatoire. On va donc poursuivre par la répartition. Donc, pareil, le service carrière vous a fait un exemple fictif. Donc, il y a eu, donc, par rapport à notre schéma de tout à l'heure, donc, il y a eu 6 postes ouverts. Voici la répartition qui peut être possible par voie. Donc, pour le grade de rédacteur, vous avez accès aux 2 voies, donc soit par l'examen professionnel pour les fonctionnaires de catégorie C. Là, il a été établi qu'il y avait 2 postes. Si tu peux remonter un peu. Les adjoints, non, descend. Les adjoints administratifs principaux de 1re classe et de 2e classe, il y a eu 2 postes. Ça, c'est l'accès par voie d'ancienneté. Comme le cadre d'emploi, il y a aussi les rédacteurs principaux de 2e classe. Les fonctionnaires qui sont concernés donc, sont toujours les adjoints administratifs principaux de 1re et de 2e classe, mais ceux qui ont réussi cet examen professionnel. Donc voilà un exemple de répartition possible qui est de ce schéma-là, 2 postes, 2 postes, 2 postes. Donc il faut savoir que depuis le 1er janvier 2021, l'avis de la CAP n'est plus requis sur le projet de liste d'aptitude de la promotion interne. Alors, comment ça se passe? Eh bien, ces listes d'aptitude sont établies par le président du centre de gestion, M. Tony Bernard, ainsi que le choix de répartition des postes pour les différentes voies. Pour information, la voie par examen professionnel est souvent privilégiée. Pour un petit rappel, l'année dernière, donc pour ces 7 postes d'accès, il y a eu 3 postes de rédacteurs avec l'accès examen professionnel, 2 postes de rédacteurs par ancienneté
et 3 postes de rédacteur principal de 2e classe par examen professionnel. Donc tout ça, après tout ce travail-là fait par le service, grâce à ça, vous pouvez aller télécharger sur le site du centre de gestion la procédure et le document qui ouvre le nombre de postes. Alors, vous allez donc sur l'onglet Parcours professionnel, puis Pays. Vous allez voir que la première page donc, vous explique la procédure. Donc, je ne reviendrai pas dessus, je vous laisse le soin de la lire. Puis, la 2e, 3e et 4e page, c'est l'ouverture des postes par filière. Alors, comme ça, vite fait, cette année, il y aura beaucoup d'ouverture de postes, car il y a eu beaucoup plus de mouvements suite à la Covid. Et aussi, cela dépend de la nomination par concours qui a lieu tous les 2 ans. Vous pouvez voir que cette année, il y a 15 postes pour l'accès au grade attaché, 17 pour rédacteur, 4 pour ingénieur, 12 pour technicien, et la suite aussi pour la filière culturelle animation. Je ne détaille pas tout. Donc je redonne la parole à ma responsable Patrice Apignon pour qu'elle vous explique les obligations de formation. Alors également, sur notre site internet, vous pouvez, dans le fameux parcours professionnel, quand vous avez choisi promotion interne, retrouver un schéma explicatif des obligations de formation qui s'imposent aux agents et aux collectivités et qui vont conditionner la recevabilité d'un dossier en promotion interne. Donc ces formations statutaires obligatoires sont encadrées par un décret qui date du 29 mai 2008 et elles sont entrées en vigueur depuis le 1er juillet 2008. Donc le petit schéma qui essaye de vous expliquer comment ça fonctionne depuis le 1er juillet 2008 ne va concerner que des agents qui sont nommés depuis le 1er juillet 2008. Or, dans le cadre de vos dossiers présentés au titre de la promotion interne, vous allez peut-être avoir 2 types d'agents. Des agents qui étaient d'ores et déjà titulaires et fonctionnaires avant le 1er juillet 2008 ou des agents qui ont été nommés au-delà du 1er juillet 2008. Ces agents-là vont être soumis à ces règles du décret 2008-512, alors que ceux qui étaient d'ores et déjà titulaires avant le 1er juillet 2008 ne vont avoir qu'une partie des obligations à leur charge. Pour vous expliquer de manière globale comment ça fonctionne, le schéma est lui généraliste. Il vous explique que lorsqu'un agent est nommé dans un cadre d'emploi depuis le 1er juillet 2008, il va avoir pendant un certain nombre d'années des obligations de formation qui s'imposent et dont il va devoir justifier pour pouvoir effectivement, au cours de sa carrière, bénéficier d'avancement. Lorsque l'on est nommé dans un cadre d'emploi depuis le 1er juillet 2008, on a d'abord, sur la première année qui suit cette nomination, l'obligation de suivre sa formation d'intégration. Cette formation d'intégration, elle se déroule au CNFPT et elle sera de 5 jours, quelle que soit la catégorie d'emploi sur lequel on est nommé. Également, à compter de votre date de nomination, 1 an pour faire une formation d'intégration et 2 ans pour faire la formation de professionnalisation et d'adaptation au premier emploi. Cette formation-là, elle, n'est pas sur le même nombre de jours en fonction de la catégorie sur laquelle on est nommé. Si l'on doit faire une professionnalisation au premier emploi en catégorie C, il faut suivre 3 jours de formation. Si c'est en B ou en A, c'est 5 jours. Donc ça veut dire que sur les 2 premières années suite à la nomination, on a d'abord sur 1 an l'obligation de formation d'intégration et pour ce qui est de la formation de professionnalisation, on a 2 ans pour faire ces 3 ou 5 jours de formation. Une fois que cette partie-là est achevée, on bascule sur une obligation de formation qui va se dérouler, elle, tout au long de la carrière. On est sur une formation de professionnalisation tout au long de la carrière. Cette formation de professionnalisation, elle s'impose aux agents à minima 2 jours de formation tous les 5 ans. Et ce, jusqu'à la radiation des cadres. Donc, on va avoir des tranches de 5 ans dans la carrière des agents
qui vont à chaque fois lui imposer sur ces 5 années-là 2 jours de formation. Alors ça peut paraître très peu, 2 jours pour 5 années. Hélas, on a énormément de dossiers, alors de moins en moins parce qu'on communique beaucoup sur ces obligations de formation, mais il en reste encore, où on retrouve des agents qui souhaitent bénéficier de la promotion interne, mais qui n'ont pas été se former depuis des années. Et là, pour le coup, le dossier n'est pas recevable si les obligations de formation ne sont pas respectées. Pour être un petit peu plus clair sur ces obligations, on vous a préparé un petit exemple qui aujourd'hui n'est pas encore en ligne. Vous n'avez que le tableau généraliste, si vous avez imprimé tous les documents de l'API. Mais on va l'ajouter parce que je souhaitais que vous preniez conscience que tout agent n'est pas forcément sur les mêmes obligations de formation que son collègue. Et pour le coup, il faut être vigilant au nombre de jours que chacun doit justifier. Alors, obligation de formation, professionnalisation tout au long de la carrière, les fameuses tranches de 5 ans. À partir du moment où vous avez été nommé stagiaire depuis le 1er juillet 2008, c'est-à-dire au-delà de la mise en place du décret, vous allez effectivement devoir remplir des conditions qui sont liées à l'application de ce décret. Donc, on est sur l'exemple qui est sur la droite. L'agent est nommé stagiaire après le 1er juillet 2008. Donc, c'est un agent qui va devoir se conformer aux nouvelles règles. Donc, on part sur le schéma que l'on a évoqué tout à l'heure. Il va y avoir, dans un premier temps, 2 années dans lesquelles vont s'insérer l'obligation de formation d'intégration sur la première année et l'obligation de formation de professionnalisation au premier emploi sur les 2 premières années. Donc, notre agent qui a été nommé stagiaire après le 1er juillet 2008, il a d'abord 2 ans pour ces 2 obligations-là. Et c'est à l'issue des 2 ans qu'il va entamer sa première tranche de formation, de professionnalisation tout au long de la carrière, une première tranche de 5 ans. On considérera qu'il remplit cette obligation de formation tout au long de la carrière si, à terme échu, au bout de sa tranche de 5 ans, il a bien réalisé au moins 2 formations. Donc, dans notre exemple, on a un agent qui a été nommé au 1er juin 2013. Donc, c'est bien un agent qui est nommé après le 1er juillet 2008. Donc, lui, il a sa première tranche de 2 ans pour ses 2 premières obligations de formation, d'intégration et au premier emploi. Cette première tranche de 2 ans, une fois qu'il a réalisé tous les jours nécessaires pour remplir ces 2 obligations, va l'emmener 1er juin 2013 au 1er juin 2015. À compter du 1er juin 2015, il va donc débuter sa première tranche de 5 ans, obligation de formation, tout au long de la carrière. Cette tranche de 5 ans sera donc du 1er juin 2015 au 1er juin 2020. Pourquoi on a mis juillet là d'un seul coup? Je pense que c'est une petite erreur de... La première tranche de 5 ans, voilà, du 1er juin 2015 au 1er juin 2020. On est bien sur des tranches de 5 ans toutes rondes. Et c'est donc à l'issue de cette tranche que l'obligation de formation se met en place. Donc ça veut dire que si cet agent doit être proposé à la promotion interne, dès la promotion interne de 2021, il aura achevé une tranche de 5 ans. Il faudra justifier de 2 jours. Au 1er juin 2020, il réattaque une tranche de 5 ans. Cette tranche de 5 ans redeviendra effective de la même manière à son terme, c'est-à-dire 1er juillet 2020, 1er juillet 2025. C'est donc à compter de sa promotion interne 2026 qu'il va devoir justifier d'au moins 4 jours. 2 jours au titre de la première tranche, 2 jours au titre de la seconde. Si on se repositionne sur ce que vous avez aujourd'hui de manière un petit peu plus courante, vous présentez à la promotion interne un agent qui a été nommé avant le 1er juillet 2008. Lorsque cet agent qui était d'ores et déjà titulaire quand le texte est sorti, il n'a pas le même profil que l'autre agent, puisque concrètement, la première tranche de 2 ans, avec la formation d'intégration et la professionnalisation au premier emploi, elle ne va pas s'appliquer à lui. Il était d'ores et déjà titulaire quand le texte est sorti. Donc cet agent qui a été nommé stagiaire avant le 1er juillet 2008, il va attaquer directement au 1er juillet 2008 une première tranche de 5 ans, formation de professionnalisation tout au long de la carrière.
Cette première tranche de 5 ans, toujours le même système, elle devient effective lorsqu'elle est échue. Donc effectivement, 1er juillet 2008, 1er juillet 2013, c'est à compter des promotions internes 2014 qu'on a commencé à vous attirer l'attention face à ces obligations de formation, puisque c'est à partir de la promotion interne 2014 qu'elles se sont réellement mises en place et qu'il a fallu réellement justifier du nombre de jours nécessaires. Donc, dès l'API 2014, il fallait 2 jours, puisque la première tranche de 5 ans allait de 2008 à 2013. Depuis, le sablier a tourné. Une deuxième tranche de 5 ans est également arrivée à son terme. On l'a attaqué du 1er juillet 2013 jusqu'au 1er juillet 2018. Dès la promotion interne 2019, on vous a réclamé de justifier 4 jours de formation pour que les obligations puissent être effectivement réputées faites. On est sur une troisième tranche, on l'a attaquée au 1er juillet 2018 et cette troisième tranche va arriver au bout des 5 ans en juillet 2023. Concrètement, ça veut dire que dès la promotion interne 2024, celle qui sera instruite l'année prochaine, il y aura nécessité de 6 jours de formation à justifier. Pour cette année, on est sur la promotion interne 2023, 4 jours seront toujours suffisants pour pouvoir justifier de ces obligations de formation. Une dernière précision, toutes ces formations-là, qui vont être prises en compte pour justifier les obligations des agents, doivent être des formations avec attestation du CNFPT. C'est-à-dire que ce sont soit des formations qui ont été dispensées et qui sont du coup attestées par le CNFPT, soit ce sont des formations que vos agents ont peut-être pu suivre dans d'autres organismes, des formations qui parfois, notamment dans la filière technique ou la filière sanitaire et sociale, sont mieux développées et plus spécialisées avec des organismes de formation externes au CNFPT. Sachez que, quoi qu'il arrive, ces attestations de formation dispensées par d'autres organismes que le CNFPT, il va falloir, entre guillemets, que le CNFPT vous les valide comme étant des formations qui peuvent être reconnues formations de professionnalisation tout au long de la carrière. Donc, ça veut dire que lorsque vous lorsque vous attestez de jours de formation pour vos agents qui ont été suivis au CNFPT, vous avez les attestations de formation, il n'y aura pas de souci pour leur validité. Si vous avez des formations qui ont été réalisées à l'extérieur du CNFPT, vous allez devoir faire compléter au CNFPT une autorisation de dispense. Parce qu'il va falloir, entre guillemets, qu'il valide que les jours faits à l'extérieur correspondent bien à des jours qui permettent de remplir les obligations de formation aux professionnalisations tout au long de la carrière. Donc ces documents et ces dossiers de dispense sont disponibles sur le site internet du CNFPT et on vous invite à être vigilant par rapport à ces dossiers, même si aujourd'hui l'obligation de formation, de professionnalisation tout au long de la carrière pour ces agents nommés stagiaires avant juillet 2008, aujourd'hui on vous demande 4 jours. L'année prochaine, on vous en demandera 6. Si le dossier de votre agent cette année n'est pas reçu, n'est pas recevable, il n'y a pas d'inscription sur liste d'aptitude, ou même s'il a été recevable et pas inscrit sur liste d'aptitude, vous représenterez son dossier l'année prochaine. L'année prochaine, il ne faudra plus justifier de 4 jours, mais de 6. Donc, lorsque vous faites des dossiers de dispense auprès du CNFPT, essayez d'être vigilant pour demander, si vous avez dans le dossier de l'agent beaucoup de formations à l'extérieur, demandez la dispense pour un maximum de jours. Vous aurez du coup engrangé un certain nombre de validations de jours qui pourront vous servir pour les années à venir. Et si à la suite, parce qu'hélas, la promotion interne, ça peut prendre des années, si plusieurs années plus tard, vous avez encore plus de jours à justifier, vous pouvez présenter un deuxième dossier de dispense avec les jours de formation qui auront pu être dispensés entre les 2 dates et vous les ferez valider par le CNFPT. Sans ce dossier de dispense et sans cette validation du CNFPT, les jours de formation en dehors des services du CNFPT ne sont pas recevables pour justifier de l'obligation de formation tout au long de la carrière. Donc, anticipez bien l'instruction de ces dossiers-là, parce que parfois, le CNFPT peut mettre un petit peu de temps à vous répondre.
Donc la première condition statutaire sur laquelle on souhaitait insister, c'est cette condition des obligations de formation. Bien entendu que vous connaissez complètement les conditions statutaires de base qui sont inscrites dans les statuts particuliers et que vous devez suivre pour pouvoir proposer un agent. Donc ces conditions statutaires, vous les retrouvez également sur notre site internet, donc parcours professionnel, promotion interne, et vous descendez en dessous des téléchargements, vous trouvez un menu en accordéon qui va vous permettre de retrouver tous les cadres d'emploi et les conditions statutaires qui sont à remplir pour à minima pouvoir proposer un agent. Donc on reste dans le cadre de notre exemple, on va sur rédacteur. Vous allez pouvoir constater qu'on vous propose donc les conditions statutaires pour l'accès au grade de rédacteur et également les conditions un petit peu en dessous, les conditions statutaires pour l'accès au grade de rédacteur principal de 2e classe. Comme vous l'a expliqué Ghislaine Ripoteau, les ouvertures de postes se font pour tout le cadre d'emploi. Une petite précision également concernant les conditions que vous pouvez consulter sur ce site. Vous allez remarquer qu'il y a parfois des conditions qui vont être liées à l'obtention d'un examen professionnel. Et si on retourne sur rédacteur, vous allez trouver également parfois des conditions qui vous permettent d'avoir accès au grade à l'ancienneté. Une précision importante, lorsqu'un agent s'inscrit à l'examen professionnel promotion interne et qu'il est lauréat de cet examen professionnel, ça n'entraîne pas automatiquement son inscription sur une liste d'aptitudes promotion interne. Ça lui donne juste le passeport pour que vous puissiez instruire un dossier de proposition qui va être mis en compétition avec les autres lauréats d'examen professionnel, voire même avec des personnes qui remplissent les conditions à l'ancienneté, puisque notamment pour rédacteur, on peut avoir 2 profils, avoir l'ancienneté ou avoir eu l'examen professionnel, ou parfois les deux. Avoir l'examen professionnel peut, entre guillemets, doubler les chances, puisque vous pouvez, si vous remplissez également les conditions statutaires à l'ancienneté, présenter un dossier qui sera dans la voie examen pro et présenter un dossier qui sera dans la voie ancienneté. Autre condition indispensable depuis le 1er janvier 2021, comme vous l'a expliqué ma collègue il y a quelques minutes, depuis cette date-là, les promotions internes ne sont plus soumises aux avis des commissions administratives paritaires. Parce qu'au 1er janvier 2021, s'est mis en place le système des lignes directrices de gestion. Vous vous souvenez que cette loi de transformation de la fonction publique, elle a un petit peu révolutionné les ordres du jour en commission administrative paritaire. Les avancements de grade et les promotions internes ont été retirés des compétences de ces instances. Donc, depuis le 1er janvier 2021, pour pouvoir présenter un dossier à la promotion interne, il faut avoir fixé des lignes directrices de gestion. La règle est la même en matière d'avancement de grade. Donc, les lignes directrices de gestion, même parcours sur notre site, vous allez sur parcours professionnel, et vous allez pouvoir trouver dans le petit sous-onglet lignes directrices de gestion la possibilité notamment de vous informer sur ce dispositif, mais également de télécharger un modèle de trame. Donc ce modèle de trame vous permet d'être guidé dans la rédaction de vos lignes directrices de gestion. Elles vont se diviser en 2 parties, ces lignes directrices. Une première partie qui concernera la stratégie, la politique RH de votre collectivité, de manière générale, et une deuxième partie qui est plus spécifique aux orientations en matière de promotion. C'est là, dans cette deuxième partie, que vous allez, au titre de la promotion interne, déterminer quels sont les critères de votre collectivité pour choisir, entre guillemets, les agents qui vont être proposés. Parce que concrètement, en matière d'avancement de grade ou de promotion interne, toute proposition est liée à une évaluation de la valeur professionnelle. Donc, bien entendu que cette évaluation, elle est faite au moment de l'entretien pro, elle donne lieu à un compte-rendu, mais au moment de proposer un agent, que ce soit à l'avancement de grade ou à la promotion interne, l'autorité territoriale va évaluer
la valeur pro de l'agent et va déterminer si l'agent sera proposé ou pas. Dans vos lignes directrices de gestion, celles qui sont fixées par votre autorité territoriale, vous allez pouvoir insérer les critères de choix qui vont faire que vous allez décider que tel agent sera proposé et tel autre peut-être pas, même si les deux agents remplissent les conditions statutaires, le bon échelon, la bonne ancienneté dans le grade, les obligations de formation. Vous avez une évaluation de la valeur pro qui va faire que vous proposerez ou pas l'agent. Et les critères sur lesquels vous vous basez pour évaluer cet agent dans le cadre de la proposition d'un dossier de pays, vous devez les avoir portés dans vos lignes directrices de gestion. En parallèle, pour la promotion interne, notre président, M. Tony Bernard, arrête les lignes directrices de gestion relatives à la promotion interne. Là, sur les critères sur lesquels lui, il va se baser pour déterminer qui sera inscrit sur liste d'aptitude parmi tous les agents qui seront proposés. Même chose, vous retrouvez ces lignes directrices de gestion promotion interne rédigées et arrêtées par notre président sur le site parcours professionnel, promotion interne. Et lorsque vous allez dans les téléchargements, vous retrouvez les lignes directrices de gestion promotion interne. Donc là, en fait, on est sur les critères qui sont transposés dans le dossier que vous complétez. Et ces critères-là, fixés par notre président, vont permettre de déterminer quels agents, en fonction de leur valeur professionnelle et de la reconnaissance de leur expérience, quels agents vont être inscrits sur la liste d'aptitude. Ces lignes directrices de gestion, elles ont été fixées jusqu'au 31 décembre 2023. Ça veut dire que cette année, notre président va plancher sur un renouvellement des lignes directrices de gestion promotion interne. Et on va travailler à voir si effectivement il y aurait des choses à modifier ou à améliorer au sein de ces lignes directrices. À chaque fois que vous fixez vos lignes directrices de gestion en collectivité, vous êtes tenu en amont de recueillir un avis en comité social territorial. Et à l'issue de cet avis, vous prenez un arrêté qui fixe vos lignes directrices de gestion. N'oubliez pas systématiquement, quand vous fixez des lignes directrices de gestion, que vous les renouvelez ou que vous les révisez, de bien envoyer au service des carrières un scan de l'arrêté qui fixe vos lignes et un scan du document de vos lignes directrices de gestion. On les conserve et cela fait qu'au moment où vous instruisez un dossier pour un agent, vous n'avez plus qu'à mettre une copie de l'arrêté qui fixe les lignes directrices de gestion dans le dossier. Et vous n'avez pas, du coup, besoin d'ajouter le document qui fait plusieurs pages et qui n'est pas nécessaire au moment où vous faites le dossier. Une dernière petite chose concernant les lignes directrices de gestion. On a commencé à communiquer et on va continuer de vous accompagner. Pour certains, vous allez arriver au terme de leur validité. Je vous invite à être assez vigilant sur le délai que peut prendre l'étude d'une révision ou d'un renouvellement de ligne directrice de gestion. C'est un travail assez important. Vous l'avez déjà vécu une fois, normalement. Vous allez peut-être arriver sur une fin de parcours pour la durée de validité. N'hésitez pas à anticiper, de travailler dessus et d'être prêt, d'avoir recueilli votre avis en CST pour que vous n'ayez pas de période de flottement entre la fin de vos lignes actuelles et les prochaines et que vous puissiez sereinement envisager les avancements, les promotions, les recrutements, puisque vous aurez anticipé de faire qu'il n'y ait pas de vide entre les deux. Voilà, je vous propose peut-être de répondre aux questions du chat. Et là, du coup, Cindy Jacques va nous relayer vos questions. Alors, en ligne sur les questions techniques, où notre collègue du service communication vous répond. Alors, on va reprendre les questions qui concernent vraiment la promotion interne. Donc, il y a eu des petits soucis techniques apparemment pendant que je parlais.
Alors, cette période de formation de 5 ans est-elle glissante? Alors, sur la période des obligations de formation, les fameuses tranches de 5 ans, le texte réglementaire est assez rude dans son écriture, puisque lui, effectivement, semble plutôt être dans le rejet d'une période glissante. Ça voudrait dire que les tranches de 5 ans obligent, dans le cadre de cette professionnalisation tout au long de la carrière, à 2 jours de formation. Et il n'y aurait jamais possibilité de rattraper les tranches de 5 ans sur lesquelles on n'aurait pas fait les 2 années. Alors le centre de gestion se refuse à avoir ce type de lecture parce que parfois, effectivement, sur une tranche de 5 ans, on peut, de par des obligations personnelles, de par des obligations professionnelles, de par passer à côté des 2 journées de formation. Donc nous, au centre de gestion du Puy-de-Dôme, ce que l'on recherche, c'est le nombre de jours qui doit être justifié, mais on ne rejettera pas un dossier à la promotion interne si, par exemple, les 4 jours qui vous sont cette année réclamés, pour ceux qui sont nommés, qui étaient bel et bien titulaires avant juillet 2008, les 4 jours en question, même s'ils ont été réalisés sur les 5 dernières années, on les prend comme justifiant les 2 tranches des 10 dernières années. Question suivante. Un retard de formation est-il rattrapable? Voilà, c'est la même réponse. Oui, on peut rattraper. Méfiez-vous, par contre, lorsque on vous signale qu'un agent, par exemple, ne remplit pas ses conditions obligations de formation. Quand on justifie des conditions en matière de promotion interne, on doit les justifier au 1er janvier de l'année. Donc, lorsque l'on doit justifier de 4 jours cette année, c'est 4 jours qui ont été réalisés avant 2023. Ce qui veut dire que l'année prochaine, toujours dans le cadre de ces stagiaires avant juillet 2008, quand on va vous réclamer 6 jours, puisqu'on va passer à 6 à compter de la promotion interne 2024, ce sera 6 jours qui auront dû obligatoirement être réalisés avant le 31 décembre 2023. Donc n'hésitez pas à anticiper dès aujourd'hui éventuellement les manquements de certains. Et s'il y a des jours à faire en formation, même si cette année, peut-être c'est trop tard, essayez de blinder le nombre de jours de formation avant la fin de l'année pour que l'année prochaine, sur ce type de profil, vous puissiez avoir les 6 jours au compteur. Alors, autre question, est-ce qu'un agent issu d'une autre fonction publique, exemple hospitalière, est intégré après 2008 et soumis aux mêmes obligations de formation? Alors, il est soumis aux mêmes obligations de formation, effectivement. Par contre, comme il a été intégré au-delà du 1er juillet 2008, il attaque des obligations de formation sur la nouvelle réglementation. S'il a été intégré avant le 1er juillet 2008, il va attaquer des obligations de formation que sur les tranches de 5 ans. La même règle. Alors, la prochaine question, est-ce que pour un agent intégré à la fonction publique territoriale, la durée des services effectués dans une autre fonction publique sont pris en compte au titre de l'ancienneté pour la promotion interne? Alors, sur la prise en compte de l'ancienneté au titre de la promotion interne, nous allons avoir des nuances en fonction des cadres d'emploi. Il y a parfois des conditions statutaires qui vont vous obliger à justifier de services effectués dans le grade ou le cadre d'emploi, ou vous allez avoir parfois des conditions statutaires qui vont être plus souples et qui vont vous permettre d'avoir de la reconnaissance d'ancienneté qui va être liée à un cadre ou un corps. Les corps, en fait, c'est pour les services à l'État, voire même de l'ancienneté reprise dans un emploi. Et là, ça voudrait dire que dans ces cas particuliers-là, on pourrait même reprendre des services de contractuels. Donc tout cela va être en fait lié au grade que vous présentez. Et éventuellement, on va pouvoir effectivement reprendre des périodes qui sont à l'État, qui sont sous contrat, ou éventuellement que des services qui vont être dans le cadre d'emploi de la fonction publique territoriale. Il va falloir se reporter aux conditions statutaires et vous aurez réponse à vos questions en fonction des circonstances et du grade. Question suivante, est-ce que les formations à distance sont valables?
Oui, les formations à distance font l'objet du coup d'une attestation de formation de la part du CNFPT et donc du coup ça devient recevable. Les formations à distance, je le rappelle, dans d'autres organismes devront être à faire valider par un dossier de dispense auprès du CNFPT. Méfiez-vous par contre des nouvelles formations qui sont nées un petit peu avec le Covid, des formations à distance qui peuvent parfois ne durer que1 heure ou 2. Lorsque l'on doit justifier d'une journée de formation, on ne le fera pas parce qu'un jour, on a suivi 1 heure de formation en distance. Par contre, on peut cumuler plusieurs formations distancielles. Une journée de formation, par principe, c'est 6 heures. Donc, si vous avez effectivement suivi plusieurs formations de 2 heures, on fera le cumul et on intégrera ces 3 formations de 2 heures comme étant une journée valable. Si bien sûr c'est une attestation CNFPT. Si ce n'est pas une attestation CNFPT, dossier de dispense. Alors, un agent nommé adjoint technique principal de 2e classe au 1er juillet 2023 peut-il prétendre à la promotion interne agent de maîtrise cette année? Donc, je reprends la parole et j'ai demandé à ma collègue Cindy Jacques de vous mettre l'accès au grade d'agent de maîtrise à l'écran parce qu'en effet, l'agent qui a un avancement de grade courant 2023 ne pourra pas prétendre à l'accès au grade d'agent de maîtrise puisque, comme vous voyez dans le bandeau framboise, la condition à remplir est au 1er janvier de l'année. Donc cet agent-là vous pourrez présenter un dossier pour l'année 2024, dès le 1er janvier 2024. Question suivante. Dans les dossiers de promotion interne, c'est uniquement l'arrêté des LDG qui est à communiquer? C'est ça. Dans le dossier, vous mettiez bien que l'arrêté, parce qu'au moment où vous les fixez, vous nous avez envoyé le document et on l'a conservé au sein de nos fichiers. Si vous n'aviez pas envoyé le document au moment où vous avez fixé vos lignes directrices de gestion, on sera amené à vous réclamer de l'envoyer une deuxième fois. Enfin, une première fois, du coup, au moment du dossier de promotion interne. Mais si vous avez fait l'envoi au moment où vous avez fixé vos lignes directrices de gestion, au moment du dossier, vous n'avez plus qu'à reporter l'arrêté. Autre question. Pour les formations, peut-on prendre en compte la date d'inscription ou doit-on prendre en compte les dates de présence à la formation? Alors, une formation n'est réputée suivie que lorsque vous avez l'attestation comme quoi vous avez suivi cette formation. Quand vous vous inscrivez à une formation, hélas, parfois, ce n'est pas de votre fait, je sais, mais vous pouvez ne pas la suivre parce que vous serez peut-être malade ce jour-là ou peut-être que c'est une formation qui sera finalement annulée. Donc, on ne se basera pas sur vos dates d'inscription, on va se baser sur la date de la réalisation effective de la formation et donc de l'attestation comme quoi vous avez bel et bien suivi cette formation à cette date-là. Une question concernant Agir. Est-ce que l'on peut trouver avec Agir les agents qui remplissent les conditions pour la promotion interne? Eh bien, on a demandé à notre prestataire à ce que cela soit possible, effectivement. Pour l'instant, ça ne l'est toujours pas. Vous avez des tableaux de proposition en ce qui concerne les agents qui remplissent les conditions en matière d'avancement de grade. Mais pour l'instant, notre prestataire informatique n'a pas paramétré le logiciel pour qu'on puisse recueillir les conditions liées à la promotion interne. Alors, comme on est sur un schéma assez similaire, on a essayé de justifier qu'il serait quand même fort précieux pour vous également d'avoir des propositions disponibles sur le logiciel. Bien entendu que vous pouvez tout à fait prendre en compte ce qui est proposé par le logiciel Agir pour l'avancement de grade, mais à chaque fois que le logiciel propose quelque chose, on vous invite quand même à le vérifier. Donc même si vous aviez les propositions de promotion interne, il faudrait quand même vous reporter au tableau et vérifier que parfois ça arrive en avancement de grade, on ne propose pas quelqu'un parce que la carrière n'est peut-être pas forcément complète à l'écran, etc. Effectivement, on essaye de convaincre notre prestataire de mettre ça en place dans le logiciel. Question suivante. L'agent issu d'une autre fonction publique, exemple hospitalier, est intégré après 2008, doit donc faire une formation d'intégration? Non, pas une formation d'intégration, parce que lorsqu'il est intégré vers vous, il est d'ores et déjà titulaire, il est d'ores et déjà nommé dans la fonction publique hospitalière. Donc lui, c'est quelqu'un qui va attaquer sa carrière fonction publique territoriale sans avoir à justifier des 2 premières tranches, formation d'intégration sur une année et professionnalisation au premier emploi sur la deuxième. Il va attaquer directement une tranche de 5 ans, professionnalisation tout au long de la carrière, il est déjà titulaire. Alors ensuite, on a un engagement d'ouverture de poste dans la collectivité avait été évoqué lors du dernier webinaire. Est-ce toujours d'actualité?
Alors effectivement, le webinaire de septembre dernier, nous avions eu une présentation de notre président, Monsieur Tony Bernard, qui avait souhaité vous sensibiliser sur les tenants, les aboutissants de la promotion interne, et notamment sur le fait qu'on a aujourd'hui des statuts particuliers qui limitent le nombre de postes ouverts à la promotion interne et qui limite donc le nombre de candidats, enfin, qui ne limite pas le nombre de candidats, mais qui limite le nombre de personnes qui vont être inscrites sur cette liste d'aptitudes. Donc, il souhaitait que vous ayez quand même une lecture assez mutualisée de ces obligations-là, parce que proposer quelqu'un à la promotion interne en n'ayant pas forcément la volonté de le nommer à l'issue de cette inscription sur liste d'aptitude, bah, c'est prendre la place, en tout cas, c'est inscrire quelqu'un à la place de quelqu'un d'autre qui aurait pu éventuellement être nommé et pouvoir exercer des fonctions à responsabilité supérieure. Donc voilà, le message était surtout, faites attention, engagez-vous sur des agents pour lesquels vous souhaitez aller au bout de la procédure. Parce que si vous n'allez pas au bout, bah finalement, un agent qui aurait pu bénéficier de la procédure ne sera pas inscrit sur liste d'aptitude à renfort de quelqu'un qui sera inscrit dans l'autre situation. Alors, on a un bout de question qui vient à la suite de la précédente. Et la formation de professionnalisation au premier emploi? Même chose, que ce soit la formation d'intégration ou de professionnalisation au premier emploi, lorsque vous avez d'ores et déjà été titularisé en fonction publique d'État, vous attaquez une tranche de 5 ans, professionnalisation tout au long de la carrière. Alors, question suivante. Un agent interco sur 2 départements différents. La demande de promotion interne se fait auprès du CDG de l'employeur principal. Les formations comptent-elles de la même façon qu'elles aient été réalisées pour l'une ou l'autre collectivité? Alors oui, les formations vont compter, qu'elles aient été réalisées pour l'une ou pour l'autre, puisque l'on va considérer que c'est des formations suivies par l'agent. Et on est en train d'évaluer la valeur professionnelle de l'agent, qu'il ait suivi une formation pour la collectivité A ou B, il a suivi une formation. Dans le cadre des agents intercommunaux, il y a effectivement une entente entre collectivités. Chaque proposition, que ce soit de l'avancement de grade ou de la promotion interne, est censée être faite en concertation avec les autres employeurs. Quoi qu'il arrive, alors là j'imagine que c'est quelqu'un qui doit travailler sur 2 départements différents, puisque je vois auprès du CDG de l'employeur principal. Bien entendu qu'on peut proposer un dossier dans un département, même s'il n'est pas proposé dans l'autre. On n'a pas la possibilité de déclarer irrecevable un dossier qui n'aurait pas été présenté par l'ensemble des employeurs. Par contre, attention, il y a également un principe d'unité de carrière qui existe et qui fait que chaque employeur doit se concerter, tous les employeurs doivent se concerter dans le cadre que ce soit de la promotion interne ou des avancements de grade. Question suivante, est-ce que l'absence de formation de professionnalisation au premier emploi dans les 2 ans cause un rejet du dossier ou peut être compensé? Alors, le dossier ne serait pas rejeté par le centre de gestion si la formation au premier emploi n'est pas réalisée. Par contre, on vous invite fortement à effectivement compenser, comme vous le mettez dans la question, et à vous rapprocher du CNFPT pour vous mettre en conformité avec la réglementation. L'obligation de formation est-elle également demandée pour les dossiers de promotion interne agent de maîtrise sans quota? Ah oui, oui, c'est exactement la même règle. Effectivement. Comment fait-on avec des agents qui travaillent dans 2 collectivités différentes? Doit-on obligatoirement faire les dossiers sur les 2 communes, en sachant qu'une commune ne souhaite pas cette promotion? Alors, vous allez devoir instruire un dossier pour chacune des communes. Je ne prends pas votre cas. Je prends le cas d'un agent interco qui a 2 collectivités. Les 2 collectivités sont d'accord pour proposer le dossier. On vous demandera quand même de faire 2 dossiers. Parce que dans chacune des collectivités, on peut avoir des écarts, notamment au niveau de l'évaluation de la valeur professionnelle ou de l'expérience. C'est une autorité territoriale qui propose un agent et qui évalue sa valeur. Une autre autorité territoriale va peut-être proposer le même agent. Bien sûr, on aura les mêmes jours de formation, on aura la même ancienneté, mais par contre, on n'aura peut-être pas la même évaluation de la valeur professionnelle. Ça nous donnera un nombre de points total suite au traitement du dossier qui peut être différent. Donc, quand il y a plusieurs employeurs, on vous invite à faire chaque employeur
un dossier. Lorsqu'il y a plusieurs employeurs et que dans le cadre de cette proposition à la promotion interne, l'un d'entre eux ne souhaite pas instruire un dossier parce qu'il n'a pas le besoin dans sa collectivité, je prends l'exemple de la catégorie B par exemple, qui pourrait proposer un dossier, qui serait rédacteur et qui pourrait proposer un dossier en attaché, toutes les collectivités n'ont pas un poste d'attaché créé au tableau des effectifs et n'ont peut-être pas un besoin qui correspond à attacher au sein de leur tableau des effectifs. Donc, lorsqu'une collectivité ne souhaite pas proposer un dossier, bien entendu qu'elle reste libre de ne pas proposer un dossier. Par contre, une autre collectivité qui aurait une autorité territoriale qui souhaiterait nommer un agent sur la catégorie supérieure et qui remplit les conditions et qui a tout ce qu'il faut pour pouvoir être proposé, peut le proposer seul. Première question à l'issue de cette partie, mais ce sera un sujet qui va être évoqué dans quelques minutes. Donc, je lis quand même la question concernant l'engagement de la collectivité. Devons-nous donc fournir un certificat dans le dossier de promotion interne? Donc, je vais laisser ma collègue en fait l'expliquer tout au long du dossier. Voilà, elle va reprendre donc l'explication. Oui, en effet. Donc, je vois que vous avez beaucoup d'interrogations et de questions. Je vous remercie. Donc, plusieurs vont être déjà répondus avec l'étude justement du dossier de promotion interne. Évidemment, si je n'ai pas répondu à travers le travail de toute l'équipe du centre de gestion et mes responsables, vous n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Donc, dans un deuxième temps, donc, je vais vous expliquer comment faire la saisie du dossier de proposition. Ce sont tout simplement des petites subtilités pour gagner du temps, vous et nous. Donc, dans un premier temps, on a souhaité faire cette préparation pour que vous utilisiez les outils au mieux possible. Si vous utilisez le dossier en saisie Word, il faudra l'imprimer et nous l'envoyer en format papier. Les dossiers de proposition doivent être envoyés par voie postale ou déposés à l'accueil. Donc, rappel, le dernier jour, le 19 septembre. Aucun dépôt de dossier par mail ne sera accepté. Voilà, ça c'est des précisions importantes à respecter. On va, donc Cindy vous a mis en diapo le dossier de proposition. Donc moi, je vais vous lire les consignes à respecter en vous donnant certaines précisions. Même si ma responsable Patricia Pignon vous a déjà parlé de certaines choses, il est quand même bien de faire un petit rappel. Donc, toutes les parties, les cases grisées, ne sont pas à remplir puisque c'est nous, après, qui faisons l'étude. Si c'est possible, pensez bien au service et à votre travail qui, pour nous, n'est pas utile. Ne rien agrafer, ne pas créer non plus de sous-pochette. Allez au plus simple, ça sera bien mieux et pour vous et pour nous. Oui, je suis avec Francis. Il faut répondre aux questions, il faut bien répondre aux questions et joindre au dossier les justificatifs demandés obligatoirement dès le premier envoi, s'il vous plaît. Les conditions indispensables pour l'attribution des points correspondants. Donc, en annexe 1, page 13 de ce dossier, je reviendrai à la fin quand j'aurai parcouru tout le dossier. Une liste permet de pointer les justificatifs qui doivent nécessairement accompagner le dossier de proposition. Essayez de bien vous en servir, ça peut vous aider. Donc, les lignes directrices de gestion, je ne reviendrai pas dessus puisque ma responsable a très bien fait. Par contre, comme on vous a dit, si l'agent est intercommunal, remplir un dossier par collectivité souhaitant proposer l'agent. Si l'agent peut être proposé dans plusieurs voies pour l'accès au même grade, ne remplir qu'un seul dossier. Si je vais sur mon exemple des rédacteurs, si votre agent peut postuler au grade de rédacteur et par ancienneté et par examen professionnel, il suffit de cocher la case que vous voyez à l'écran. Nous étudierons le dossier de la même façon et il y aura une liste pour rédacteur avec une voix et une liste de rédacteurs avec une autre voix, mais pas utile de remplir deux dossiers. Par contre, précision, si en effet vous postulez faites postuler votre agent pour rédacteur principal de deuxième classe, là, il faut faire un nouveau dossier. Il arrive que des agents puissent postuler pour une, deux ou même trois voies. Donc après, ce sera à vous et à l'agent de choisir s'il devait être pris dans les trois voies, ce qui n'arrive jamais. Mais bon, on ne sait pas.
Voilà. Pour l'agent, si vous proposez un agent à différents grades, il faut bien remplir un dossier par grade en précisant un ordre de priorité. Là, par contre, c'est du vécu, ça nous est déjà arrivé. Donc, exemple mis à l'écran. Donc, si vous avez un ingénieur, vous pouvez mettre le choix numéro 1 ou attacher voie numéro 2. Ça nous est déjà arrivé, hein. Évidemment, on respectera votre choix et ça libérera un poste pour l'autre voie. Si l'agent est proposé au grade d'agent de maîtrise sans quota, donc là je vais bien insister, si c'est sans quota, il ne faut remplir le tableau de proposition qui est dédié sur le site internet. Donc Cindy est en train de vous le mettre à l'écran. Vous allez dans parcours professionnel, vous allez dans promotion interne et là vous allez aller télécharger le dernier, s'il s'appelle tableau de proposition à la promotion interne sans quota au grade d'agent de maîtrise. Alors pourquoi que celui-là? Parce qu'il est beaucoup plus simple. Parce que comme vous voyez, donc il y a juste nom et prénom et grade actuel à remplir. Et bien sûr, joindre des attestations établies par le CNFPT, comme vous a dit ma responsable. J'ai 2 ou 3 petites précisions quand même sur ce tableau. Donc, il convient de compléter ce tableau et de joindre les attestations de formation établies par le CNFPT. Parce qu'on n'est plus dans l'obligation d'atteindre les CAP, comme on a dit. Aussi, les listes d'aptitudes qui correspondent peuvent être établies au long de l'année, tout au long de l'année, puisqu'aucune règle de quota ne limite le nombre de lauréats. Donc, pour ce cas-là, il n'est pas besoin d'attendre la promotion interne de fin d'année. Il n'est pas besoin d'attendre les dates des CAP. Vous pouvez, à n'importe quel moment de l'année, si vous le souhaitez, nous envoyer ce type de demande. Alors, par facilité et par étude, on attend quand même qu'il y en ait au moins 2 ou 3 avant d'établir une liste d'aptitudes. Voilà, surtout, vous ne vous trompez pas, parce que beaucoup de collectivités remplissent l'autre dossier avec tous les éléments, alors qu'il n'est utile que des formations et de ce tableau. On va reprendre le dossier. Donc, comme vous pouvez voir à l'écran, donc bien sûr, ça c'est les choses basiques, nom, prénom. Bien nous envoyer, donc comme il est écrit à la page 1, le courriel pour votre accusé de réception du dossier. Attention, le courriel ne veut pas dire que nous avons pris encore le temps d'étudier votre dossier. Ce courriel vous dit juste tout simplement que nous l'avons bien réceptionné. Dans un deuxième temps, nous souhaitons au centre de gestion regarder d'abord si votre agent remplit bien les conditions et que vous avez bien les obligations de formation, comme vous a expliqué Patricia Fignon. Et dès ce moment-là, si malheureusement on s'aperçoit que le dossier n'est pas recevable, vous recevez un courrier fait par le président du centre de gestion vous informant de ce problème-là pour que très rapidement, vous puissiez, comme Patricia Fignon vous l'a dit, aller vers le CNFPT et aller faire des formations d'obligation. Alors malheureusement, pas pour cette promotion interne de 2023, mais pour les prochaines. Après, ne bien joindre que l'arrêté qui fixe les lignes directrices de gestion, comme vous a dit Patricia Fignon, parce qu'en effet, ce n'est pas la peine de nous mettre les 15 pages, ça ne sert à rien ni pour vous, ni pour nous. Bien joindre donc les obligations de formation, comme on vous a demandé. Si votre agent fait les fonctions de secrétaire de mairie, donc il nous faut bien une attestation de l'autorité territoriale, comme il est écrit en rouge. Alors bien sûr, ça concerne beaucoup plus l'accès au grade administratif. Et aussi, ce qui est important, c'est que là, il faut être encore en poste, comme vous pouvez voir, parce qu'on marque bien jusqu'au 1er janvier 2023. Pourquoi cette condition? Parce que celle-là, elle est possible d'accès pour l'accès au grade de rédacteur. Il y a une voie qui est spécifiée par rapport à ça. Si vous faites les fonctions de secrétaire de mairie, même si vous avez un grade d'adjoint administratif principal de 2e ou de 1re classe, vous pouvez postuler par ce biais-là. Après, il nous faut bien sûr l'attestation de réussite à l'examen professionnel, qui est une condition d'accès suivant le grade demandé.
On verra dans les pages précédentes qui peut rapporter des points justement par rapport au classement. Et impératif, il nous faut le grade actuel détenu par l'agent au 1er janvier de l'année de l'instruction du dossier. Ce document-là sert aussi si l'agent est en bout de grade. Mais ça, je vais vous le développer les autres pages. Donc, nous allons à la page 2 qui reprend l'ancienneté dans la fonction publique et les services contractuels de droit public et ou privé. Rappel, sont pris en compte les services de fonctionnaires en qualité de stagiaires et titulaires dans les 3 fonctions publiques. Donc bien détaillé, si, comme il est écrit dans le document, si votre agent vient de l'État, l'hospitalier ou la territoriale. Ne sont pas pris en compte. Donc ça, c'est nous qui après allons déduire ces périodes. Les prorogations de stage pour insuffisance professionnelle, mais il nous faut bien sûr l'arrêter. Les mises en disponibilité accordées ou renouvelées avant le 7 septembre 2018. Le service national et le temps accompli en qualité de militaire. Donc, ma responsable va vous faire un petit topo sur ces particularités qui se trouvent en page 3. Je lui redonne la parole pour ça. Alors, c'est un petit aparté, effectivement, sur la page 3, dans les 2 encadrés qui vont concerner les périodes de congé parental ou éventuellement, dans l'encadré suivant, les périodes de disponibilité. Je vous parle à nouveau de la fameuse loi de transformation de la fonction publique. Lorsqu'elle est sortie, elle a mis et pris en compte, elle a permis de faire prendre en compte des années d'ancienneté qui n'étaient jusque-là pas prises en compte de cette façon-là, pendant des périodes de congé parental ou de disponibilité. Donc concrètement, lorsque l'on est en congé parental ou en disponibilité pour élever un enfant de moins de 12 ans, depuis le 7 août 2019, les périodes sont prises en compte comme des services effectifs jusqu'à concurrence de 5 années. Prises en compte à 100% pour toute période courant à compter du 7 août 2019 en congé parental ou en dispo pour élever un enfant de moins de 12 ans. En parallèle a également été mis en place une possibilité de faire considérer comme étant des services effectifs des périodes de travail pendant une disponibilité. Donc, lorsque l'on est en disponibilité depuis le 7 septembre 2018 ou que l'on a bénéficié d'un renouvellement d'une disponibilité depuis le 7 septembre 2018, on a la possibilité également de bénéficier d'une reprise d'ancienneté pour des périodes qui ont pu être travaillées sous contrat. En tout cas, ces reprises peuvent être jusqu'à concurrence de 100%. Tout cela se fait sur une étude circonstanciée des possibilités et des temps de travail et des statuts des agents. Mais sachez que depuis les disponibilités qui ont été accordées ou renouvelées depuis le 7 septembre 2018, des reprises d'ancienneté peuvent être possibles pour que les agents continuent à bénéficier de services effectifs pris en compte dans leur déroulement de carrière dans la fonction publique. N'hésitez pas à appeler le service des carrières si vous avez des questions sur ces données-là. Alors, je reprends la parole pour continuer à étudier ensemble le dossier de proposition. Cependant, je vais vous donner quand même une petite information au passage, donc, et vous dire qu'il faut bien faire un dossier entier à chaque année, même si vous avez déjà présenté un dossier pour votre agent les années auparavant. Et bien mettre toutes les pièces administratives demandées, page 13. Parce que malheureusement, sur les 300 dossiers qu'on reçoit, les collectivités pensent qu'il y a des documents qu'on a déjà, style les arrêtés d'avancement de grade, si l'agent a été déjà présenté, ou ne serait-ce les lignes directrices de gestion, si elles ont déjà été mises. Nous sommes comme le service concours, nous étudions à chaque fois un dossier du début à la fin avec les pièces que vous avez bien mises et demandées. Je vous précise ça parce que c'est très important, on est obligé de passer beaucoup de temps à vous rappeler et perdre de temps et pour vous et pour nous. Donc sachant que bien sûr les justificatifs demandés, donc si on vous les demande
d'un côté, pas besoin de les doubler de l'autre. C'est-à-dire que si vous avez mis les formations obligatoires pour l'accès au grade et que vous les remettez dans justement les services, les formations après qu'on va voir dans les autres pages, c'est pas la peine de nous mettre la photocopie aussi en double. Chose qui aussi arrive sur la base des dossiers. Donc on va reprendre la page 4 ensemble. Voilà, donc ce tableau a été fait pour reprendre les services de contrat actuels de droit public et de droit privé. Alors ça a été un choix du service carrière de vous remplir un dossier fictif pour vous faire voir un petit peu quel type de service on peut reprendre. Alors bien sûr, ce ne sont que des exemples, mais comme vous pouvez voir, donc sont pris en compte toute activité professionnelle effectuée jusqu'à la nomination stagiaire en qualité de salarié dans le secteur public ou le secteur privé. Donc, jusqu'à la nomination stagiaire, ça veut dire qu'on s'arrête à la date où l'agent est nommé stagiaire. Malheureusement, on continue à nous mettre d'autres choses alors qu'on s'arrête bien à la nomination stagiaire. Justement, on vous a fait un petit encart en haut où c'est écrit « Ne sont pas pris en compte les services de contractuels réalisés en même temps que des services effectifs de fonctionnaires, stagiaires et titulaires. » Parce qu'un agent qui est titulaire à 25 heures par semaine dans une collectivité peut tout à fait être contractuel dans une autre collectivité, mais évidemment, le temps de travail a déjà été pris dans la première partie, ne sera pas repris dans la deuxième. Une précision, ce tableau qui est signé par votre autorité territoriale et qui atteste l'intégralité des renseignements inscrits correspond aux justificatifs originaux fournis par l'agent. Mais merci de ne pas nous joindre ces contrats en format papier. Nous, du moment que votre autorité territoriale a signé ce tableau récapitulatif, nous n'avons pas besoin de tous ces documents. Donc vous avez vu, on a fait un peu d'exemples pour vous faire voir que tout contrat de droit privé ou droit public de toutes sortes, petite période ou grande période, sera reprise. Alors évidemment, si vous faites ce dossier-là durant des années, 1 an, 2 ans, 3 ans ou 4 ans, reportez tout simplement ce que vous nous avez fait des autres années pour gagner du temps. Le barème des traitements, le barème est mis en bas de chaque page. Je ne détaillerai pas ça parce que c'est à nous en tant que centre de gestion après de faire les totaux. Mais bon, voilà, vous avez au moins l'explication des barèmes. Nous allons aller directement à la page 6. Je vois que sur le chat, il y a eu pas mal déjà de questions par rapport aux formations et les prises en compte. Donc justement, je vais essayer de répondre à tout ça et puis on va reprendre ensemble si besoin est. Donc les formations sont reprises à la hauteur de 5 maximum durant les 7 années. Il faut bien toujours se référer au petit a où il y a les dates, puisque chaque année, c'est glissant et ça change. L'année prochaine, ce sera 2017 à 2023 et ainsi. Donc là, faites bien attention parce que souvent, on nous met des formations qui sont hors ces dates-là. Donc malheureusement, votre agent, s'il en a dans la période de référence, perd le bénéfice de son point. Donc sont pris en compte les formations effectuées en tant que fonctionnaire, mais aussi en tant que contractuel, y compris celles effectuées au titre des obligations de formation, de professionnalisation tout au long de la carrière. Donc, si votre agent a déjà fait 3 ou 4 jours de formation de professionnalisation obligatoire et qui sont dans la période de référence, il n'est pas utile de refaire une photocopie et vous pouvez vous en servir pour que justement votre agent puisse bénéficier de ces points liés à la formation. Une précision, donc, ne sont pas prises en compte les formations donc sans attestation de formation dans un organisme agréé. Comme vous a dit Madame Patricia Pinon, pour l'accès au grade là, vous demandez des dispenses de stage, donc ça a un effet pour pouvoir accéder au dossier. Mais par contre, ils ne seront pas pris, en compte s'il n'y a pas une formation agréée. Parce que souvent, des formations internes donc, sont mises en place, pareil, par vos collectivités, mais elles ne sont pas prises en compte pour ce genre de points. Pareil pour les formations d'intégration.
Pareil, comme on vous a dit, pour les professionnalisations liées à la nomination, prise de poste à responsabilité premier emploi. Pourquoi? Parce que celles-là, elles sont obligatoires. Donc, ce n'est pas un plus. Donc, les critères mis en place pour l'accès à la promotion interne, c'est considérer des formations qui sont faites en plus que les obligatoires. Ni les préparations au concours et examens, parce qu'il ne faut pas les noter dans cette page-là, on verra les pages suivantes. Nous avons fait exprès le service de vous mettre des formations qui ont eu lieu les mêmes années. Vous voyez l'exemple, là il y en a eu 2 en 2018, 2 en 2022. Il peut y en avoir une chaque année, il peut y en avoir 5 la même année. Nous, voilà, ce qu'on prend en compte, tous ces justificatifs, c'est qu'elles soient bien dans la période de référence et qu'elles soient bien prises en compte. On va aller à la page 7 qui, là, détaille la préparation et la présence au concours pour que votre agent puisse avoir des points. Là aussi, faites bien attention, il y a une période de référence, donc qui est cette année du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2022. Vous voyez que c'est sur une période de 10 ans. On a souhaité vous mettre aussi des exemples pour que ça soit plus clair. Donc, dans le premier encadré, si l'agent a suivi des formations de préparation au concours du cadre d'emploi de pays proposés durant la période mentionnée, dans la limite de 2, bien préciser ci-dessous l'intitulé de la formation de chaque concours. Pourquoi on vous a souligné cadre d'emploi? Parce que si votre agent, toujours l'exemple de rédacteur, a été préparé le concours de rédacteur et a été préparé aussi le concours de rédacteur principal de deuxième classe, il sera attribué 2 points. Mais de la même façon, si votre agent a été préparé 2 fois le concours, donc en 2015, en 2017, etc., bien sûr qu'il faut bien le noter aussi, il sera pris en compte. Par contre, si votre agent a fait une préparation avec une épreuve écrite en 2015, que vous nous mettez le justificatif, puis il a fait une formation épreuve orale la même année en 2015, on ne prend qu'une formation par concours. Ça, c'est du vécu, hein. C'est pour ça qu'on essaye de vous expliquer un petit peu tout ce qu'on voit, nous, durant les années. Le test d'orientation CNFPT, passé dans le cadre d'une demande d'inscription à une préparation concours, n'est pas pris en compte. Puisque tout le monde va faire ce test d'orientation, ça ne veut pas dire pour autant que votre agent ait réussi ce test d'orientation et qu'il peut aller préparer le concours. Nous, on veut bien les attestations fournies par le CNFPT, comme quoi l'agent a bien suivi sa formation. Dans le deuxième encadré, donc même principe, si l'agent a participé à des concours du cadre d'emploi, de la promotion interne proposée, donc pareil, dans la limite de 2, pareil qu'en haut, pour l'intitulé de chaque concours, que ce soit rédacteur 2 fois, rédacteur 1 fois, rédacteur principal de deuxième classe 1 fois ou 2, donc ça concerne bien le cadre d'emploi. Pensez bien à tout ça parce que malheureusement, il y a des points des fois qui sont oubliés parce qu'on pense qu'on ne peut prendre des points que si on prépare le concours du grade demandé. Non, à chaque fois, c'est bien le cadre d'emploi. C'est pareil pour technicien qui a 2 accès, technicien et technicien principal de deuxième classe. Pareil pour vos animateurs qui a 2 accès, animateur et animateur principal de deuxième classe. Et ainsi de suite, suivant les filières. Le troisième encadré, celui-là a été privilégié si votre agent donc, a été accepté à des épreuves orales. Pareil, dans le cadre d'emploi proposé, dans la limite de 2, il faut reporter ses admissibilités et joindre obligatoirement donc, ce justificatif. Donc vous pouvez voir que ça peut départager beaucoup les agents, suivant si l'agent a préparé 1 ou 2 concours, a été à l'oral ou pas. Nous allons continuer de la même façon à la page 8.
Donc là, je vais revenir rapidement dessus. C'est exactement le même fonctionnement, à part qu'on prend en compte la préparation de l'examen professionnel de la même façon. Pareil pour si l'agent a été passé les examens professionnels. Et pareil si l'agent a été à l'épreuve orale pour cet examen professionnel. Donc là aussi, très important de bien remplir ces pages-là. Nous continuons sur le déroulement de la carrière de l'agent. Donc, comme vous pouvez voir, l'antériorité des propositions à la promotion interne est prise sur 3 ans. Donc, cette année, ça sera du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. Dans le modèle, dans l'exemple de ce dossier, nous avons mis 2021 et 2022. Donc, nous, en tant que centre de gestion, on vérifie bien sûr ce qui a été écrit dans cette case. On tient un tableau récapitulatif. Cependant, on s'est aperçu qu'il peut y avoir une croix de mise par erreur, parce que si vous avez présenté un dossier l'une de ces années et qu'il a été rejeté, comme vous a dit ma responsable, car il n'était pas recevable par rapport souvent aux conditions d'accès aux formations, ou ne serait-ce que les conditions statutaires, aucun point ne sera attribué pour cette année-là. Donc si votre agent a bien postulé, par exemple, à l'année 2020, mais qu'on vous a renvoyé le dossier parce qu'il n'était pas proposable, évidemment, le point ne sera pas attribué. En ce qui concerne l'antériorité de nomination dans le dernier grade du cadre d'emploi. Donc, il est impératif de nous envoyer l'arrêté d'avancement de l'agent au dernier grade du cadre d'emploi. Car c'est grâce à cet arrêté-là que nous, on va pouvoir donner à l'agent 1 point par an, comme vous pouvez voir dans le barème. Et il y a 5 points maxi pour ce cadre, pour cette antériorité-là. De plus, l'antériorité d'obtention de l'examen professionnel. Là, faites bien attention par rapport à la référence. Donc, ça sera pris en compte du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2022. Donc, toujours pareil sur une référence de 10 ans. Donc, 1 point par an de réussite, 10 points maxi. Évidemment, il faut nous joindre aussi l'attestation de réussite. En ce qui concerne la page 10, là, ce sont les acquis de l'expérience professionnelle de l'agent qui va être valorisé. Donc, vous avez plusieurs choses à prendre en compte. Donc, il est souhaité que vous nous envoyiez donc, un diplôme validé durant la scolarité. Nous avons fait exprès de vous mettre toutes sortes de diplômes parce que souvent, vous ne pensez pas à mettre le BEPC si votre agent n'a pas de diplôme, de CAP, de BEP ou de bac, ou etc. Donc, c'est impératif bien de nous le joindre dès le premier envoi, la copie du diplôme obtenu, même le premier. Si l'agent a obtenu des diplômes validés ou une VAE au cours de la carrière professionnelle dans la limite de 3. Alors là, on parle bien de la carrière professionnelle. Ça veut dire que sera pris en compte ces diplômes ou ces VAE après la nomination de votre agent stagiaire. Donc, on vous a mis des exemples parce que là aussi, il peut y avoir des oublis ou vous ne pensez pas que ça peut être pris en compte. Donc, ça peut être du style brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Comme vous voyez, ça n'a rien à voir avec le cadre d'emploi des rédacteurs, mais il peut très bien avoir eu, durant sa vie carrière professionnelle, avoir envie d'aller passer d'autres diplômes, ou ne serait-ce que pour peut-être changer après de métier. Donc, il a été souhaité que ça soit valorisé, donc n'oubliez pas de les mettre. Exemple aussi pour une VAE, auxiliaire de puériculture, ou chef de projet en conception de produits industriels. Comme vous pouvez voir, c'est 2010, 2014, 2016. Donc, de mémoire, je ne sais plus, l'agent a été nommé stagiaire en 2009. Non, je ne sais plus. Je ne sais plus, on va revenir. Ouais, mais bon, voilà, on a fait cet exemple, ces 3 exemples, que c'est bien au cours de sa carrière professionnelle. De la même façon, sera repris si l'agent a exercé des activités professionnelles
dans le cadre de l'exercice d'une activité syndicale, élective ou associative, pareil, dans la limite de 3. Donc, il faut bien préciser ci-dessous la nature de chaque activité. Nous vous avons mis des exemples, donc délégué syndical. Pour tout ce qui est association, il faut avoir un mandat quand même, une fonction. Donc, on vous a mis des exemples. Trésorier adjoint d'une association X, ou secrétaire, ou président. Si vous faites partie d'une association en tant que personne, ce n'est pas repris en compte. C'est vraiment si vous avez une fonction très précise. Donc, vous avez obligatoirement, on nous dit souvent, mais je n'ai pas de documents. Vous avez certainement des documents à nous joindre et il faut demander à votre agent qui vous envoie ce genre de documents. Malheureusement, si on n'a pas ce justificatif, aucun point ne sera attribué. Donc, vous pouvez avoir soit des arrêtés de décharge syndicales comme mis sur l'exemple, ou des PV de désignation des membres si c'était ou différents documents. Si vous avez un doute par rapport à ce document, n'hésitez pas à contacter le service des carrières. Ça ne sert à rien de les mettre, ou alors vous le mettez, sachant que nous, après étude, on pourra l'enlever. Toujours par rapport à ce domaine-là, donc si votre agent a exercé des activités professionnelles liées à des mobilités internes ou externes au sein des collectivités de la fonction publique territoriale, donc des points seront attribués, donc transfert, des mises à disposition, donc toutes sortes de mobilités dans une autre fonction publique ou dans le secteur privé, toujours pareil dans la limite de 3. Donc on vous a mis des exemples, transfert suite à fusion, détachement, exemple, hôpital à une collectivité X, mise à disposition ou mutation, collectivité X à collectivité Y, mutation interne suite à un changement d'affectation. Donc, comme le reste, bien sûr, il nous faut les arrêtés ou les contrats de travail qui justifient tous les justificatifs qui précisent tout ça. Après, le dernier point, donc fonction à responsabilité et conditions particulières d'exercice. Donc là, il y a de nouveau une période de référence, donc qui est comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022. Donc ça, c'est à l'appréciation de chaque autorité territoriale. Donc, pour chaque intitulé des fonctions, là, on a mis l'exemple de la technicité, mais ça peut être aussi fonction d'assistant de prévention. Chaque fois que vous mettez une case, à chaque fois, il faut envoyer en rouge le justificatif qui correspond. Donc, sans ce justificatif-là, les points ne seront pas attribués. Précision pour la technicité et justification particulière liée à la fiche de poste. Donc, il faut bien nous envoyer la fiche de poste ou une attestation de l'autorité territoriale précisant la spécificité des missions en quelques lignes. Puis, nous allons terminer par la page 12, donc, qui concerne la valeur professionnelle de l'agent. Donc, l'autorité territoriale est invitée, comme vous a dit Madame Pignon tout à l'heure, en quelques lignes, à préciser ses arguments motivant la présentation du dossier de proposition de son agent, donc à la promotion interne, et il s'engage à nommer cet agent s'il est inscrit sur la liste d'aptitude suite à cette procédure. Alors, on a fait exprès de mettre des petits points dans 3, 2, 1 pour voir qu'il y a toute possibilité. Il peut y avoir des 1 partout, des 2 partout, des 3 partout. Ça, c'est à vous de remplir le dossier. Donc, nous, une fois qu'on a fait l'étude de tous ces dossiers-là, bien sûr, on aura vérifié auparavant que l'agent a bien signé son dossier. Cela veut dire qu'il a bien vu tout ce qui a été mis dans son dossier. Et il faut que ça soit la signature manuscrite de l'autorité territoriale. Voilà pourquoi on ne veut pas que vous nous envoyiez les dossiers d'une autre façon que papier, parce qu'il nous faut bien une signature officielle. La page 13 est à remplir aussi. Ça vous permet de pointer que vous n'avez rien oublié et que nous, on a bien tout pris en compte. Donc, cette liste récapitulative des pièces
justificatives qui devront être communiquées avec le dossier de proposition et qui permettra d'instruire et argumenter au mieux le dossier de l'agent. Vous voyez que tout ça est très précis. Il ne sert à rien de nous mettre beaucoup plus de documents qui est demandé. Par expérience, on nous met plusieurs entretiens professionnels, on nous met tous les arrêtés de l'agent. Tout ça ne sert à rien. Restez bien proche des listes des justificatifs demandés. Comme ça, vous gagnerez du temps et pour vous et pour notre service. Je pense que j'ai fait à peu près le point. Je vais redonner la parole à ma collègue pour le chat. Ou Patricia, tu as on y va sur les questions du chat et on fera en fonction. Peut-être que certaines ont eu des réponses au cours du développement. Alors, si je prends donc la dernière en fait qu'on a laissée tout à l'heure, concernant l'engagement de la collectivité, devons-nous donc fournir un certificat dans le dossier de promotion interne? Alors oui, comme déjà vous avez répondu ma responsable, oui, il faudra nous le fournir. Les attestations de formation doivent-elles dater de moins de 10 ans? Qu'en est-il d'une attestation à une formation de 2009? Bon, ben là, vous voyez, avec le dossier, vous avez vos réponses. Il faut bien suivre page par page. Et en effet, il faut qu'elles aient moins de 10 ans dans la période de référence qui est notée à chaque demande. Bien faire attention, chaque demande ne reprend pas les mêmes périodes. Faites bien la différence entre les attestations que vous allez nous envoyer pour éventuellement, du coup, de par la page 6, générer un certain nombre de points dans le dossier. Celles-ci, elles doivent obligatoirement avoir moins de 10 ans. Par contre, à partir du moment que l'on est sur le contrôle de la recevabilité du dossier, est-ce que les obligations de formation sont présentes? Comme les tranches de 5 ans commencent à s'accumuler et que la troisième tranche va bientôt devenir effective, vous aurez bien entendu des attestations de formation, de professionnalisation tout au long de la carrière qui pourraient avoir plus de 10 ans et qui seraient recevables pour permettre à votre agent de justifier de ses obligations de formation. Faites bien la différence entre les formations que vous souhaitez voir enregistrées pour obtenir des points et les formations que vous devez faire valider par le CNFPT, entre guillemets, que ce soit par le dossier de dispense ou par la formation en elle-même, qui sont liées aux obligations de formation. Question suivante. Peut-on faire un point sur la distinction entre promotion interne et avancement de grade? Je l'ai fait très rapidement au début de l'intervention. La vraie grande différence, c'est que quand l'on demande un avancement de grade, on reste dans son cadre d'emploi. On va avancer par exemple d'adjoint administratif sur principal de deuxième classe, puis éventuellement de principal de deuxième classe sur principal première. Dans le cadre de la promotion interne, on ne reste plus dans le même cadre d'emploi. On va évoluer, donc que ce soit dans la filière technique, par exemple, du cadre d'emploi des adjoints techniques vers le cadre d'emploi des agents de maîtrise, ou éventuellement vers une autre catégorie. Quand on est rédacteur, on peut éventuellement, par la promotion interne, devenir attaché. La grande différence est là, c'est que quand on fait de la promotion interne, on change de cadre d'emploi. Question suivante. Est-ce que l'examen professionnel correspond au concours? Alors, on est sur des questions largement au-delà de la promotion interne. Un examen professionnel peut vous permettre d'avoir accès à un grade, que ce soit par le biais de l'avancement de grade ou de la promotion interne. On est lauréat d'un examen professionnel lorsque l'on dispose d'une moyenne déterminée. Tous les candidats ayant cette moyenne-là sont lauréats de l'examen professionnel. Dans le cadre d'un concours, on est un petit peu comme pour la promotion interne, il y a un nombre de postes ouverts et il y a un nombre de personnes limitées inscrites sur liste d'aptitude. Souvent, au niveau des épreuves, il peut y avoir des écarts aussi. Renseignez-vous, rapprochez-vous de nos collègues du service concours, ils vous expliqueront de manière bien plus précise la différence par rapport au grade que vous convoitez entre le concours et l'examen pro. Alors, une question concernant l'ancienneté. Est-ce que les services effectués au sein de la fonction publique hospitalière sont considérés comme services effectués au sein de la fonction publique d'État? Non. Oui, je précise. Je précise, au niveau des documents relatifs aux conditions d'accès, nombre d'entre eux mentionne service effectif État ou fonction publique territoriale. C'est 3 fonctions publiques distinctes. Donc, fonction publique hospitalière, ça n'est pas la fonction publique d'État et ça n'est pas assimilable.
Après, je ne sais pas à quel grade vous faites référence, mais je ne suis pas sûre que l'on ait un grade qui exclut les services de la fonction publique hospitalière, hein. Donc il faudrait peut-être relire à nouveau le statut particulier. Je ne pense pas qu'il y ait un grade où les services de la fonction publique hospitalière soient rejetés. Question suivante, si l'agent figure sur la liste de promotion interne, combien de temps peut-elle y figurer avant que la commune nomme cet agent? Alors, on est sur le même système que pour les concours. Une liste d'aptitudes, elle a une durée de validité maximale de 4 ans. Donc vous allez avoir une première inscription sur cette liste pendant 2 ans. Charge à vous, si vous n'avez pas été recruté, de demander le renouvellement de votre inscription sur cette liste qui peut aller jusqu'à 4 années. Justement, par rapport à cette liste d'aptitudes qui sera établie fin d'année 2023, vous aurez accès aux résultats en allant directement dans, je pense, Actualité, sur notre nouveau site du centre de gestion. Nous, en tant que service des carrières, donc comme vous a dit Patricia Pignon, votre agent sera inscrit 2 ans. Nous, on vous relance 3 mois auparavant pour vous demander si votre agent, normalement, on aurait dû avoir l'arrêté, mais si vous avez oublié de nous envoyer cet aspect-là, on vous relance pour vous demander où en est votre agent. Est-ce que vous voulez le nommer? Est-ce qu'il est parti? Enfin, on vous fait un suivi pour la 3e année et on vous fait un suivi pour la 4e année. Sachant que la 4e année, on insiste en vous disant que, attention, l'agent perd le bénéfice de sa liste d'aptitudes. Voilà, petite précision. Alors, autre question, la préparation au concours à distance par un autre organisme que le CNFPT est-elle prise en compte? Oui, en effet, on prend en compte la préparation au concours à distance et est pris en charge par un autre organisme que le CNFPT. Du moment qu'on a les justificatifs, bien sûr que le point sera attribué. Pour les formations page 6, d'autres organismes différents du CNFPT sont-ils acceptés? Oui, bien sûr, ils sont pris en compte. Nous, c'est le CNFPT, il nous faut pour l'accès, pour les formations obligatoires, comme on vous a dit. Mais à cette page 6, du moment qu'on a les justificatifs demandés, ils sont pris en compte. Faut-il joindre tous les diplômes ou uniquement le plus élevé? Vous pouvez joindre n'importe quel diplôme, il nous en faut un, que ce soit le plus bas ou le plus élevé. Pour une préparation concours autre que CNFPT, est-ce qu'on peut demander la validation de la préparation au CNFPT? Un agent élu délégué syndical en décembre 2022, peut-on le noter? Alors, sur les obligations de notation, c'est-à-dire par rapport à l'entretien professionnel concernant le droit syndical, je vous invite à vous rapprocher du conseil statutaire pour que vous puissiez avoir un point plus précis. Concernant la validation par le CNFPT d'une prépa faite ailleurs, ce n'est pas utile puisque de toute façon, cette prépa faite dans un autre organisme agréé sera prise en compte. Si l'attestation d'engagement de nomination n'est pas jointe, le dossier de promotion interne ne sera pas recevable? Alors, ça n'est pas une condition de recevabilité d'un dossier puisque cela ne fait pas partie justement de ce qui est réclamé au sein du décret. Par contre, c'est une pièce justificative qui sera prise en compte par notre président. De la même manière, le nombre de points, par exemple, j'ai encore à l'écran la page sur les formations, le fait que les formations soient prises en compte pour 5 formations maximum durant les 7 dernières années, c'est lié aux lignes directrices de gestion. Cela n'est pas dans le statut particulier du grade, mais c'est quelque chose qui est pris en compte dans le cadre des lignes directrices de gestion promotion interne du centre de gestion du Puy-de-Dôme. Donc même si un dossier n'est pas achalandé de cette attestation, il peut être recevable. Par contre, dans le cadre des lignes directrices de gestion du CDG 63, il peut y avoir une conséquence. J'en profite de cette question-là pour vous dire que de la même façon, des fois on nous interroge parce que l'entretien professionnel n'a pas été fait dans la collectivité l'année demandée pour justement remplir le dossier. Donc de la même façon que vous a dit Madame Patricia Pignon, vous nous joignez le dernier, l'avant-dernier ou celui qui a été fait et après le président, Monsieur Tony Bernard, prendra lecture de ces documents.
Alors, il y a une précision sur une question précédente. Alors, je fais référence au grade d'agent de maîtrise. Et donc, c'était Le service de la fonction publique hospitalière, alors peut-être. Après, oui, ça doit être ça. C'est ça. Alors, on peut peut-être aller mettre à l'écran les conditions d'accès agent de maîtrise pour qu'on revoie en fait où est-ce que vous avez vu. Concernant l'ancienneté. Alors, bon, c'était concernant l'ancienneté, est-ce que les services effectués au sein de la FPH sont considérés comme services effectués au sein de la FPE? Alors moi, si je comprends bien la question, ça veut dire que peut-être vous vous interrogez sur le fait que votre agent, il a peut-être travaillé à la fonction publique hospitalière, puis à la fonction publique d'État, et il est venu à la fonction publique territoriale. De toute façon, du moment que l'agent est intégré dans le cadre d'emploi, il est repris toutes les années d'ancienneté qu'il a fait, que ce soit dans les différentes fonctions publiques. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, si c'était ça. On a une précision pour la promotion interne technicien, grade d'origine agent de maîtrise. Donc on va aller voir. Alors, on va aller voir sur technicien. Alors de la même façon, technicien, hein, votre agent peut postuler pour technicien ou technicien principal de deuxième classe. Donc petit rappel, la répartition des postes se fait de la même façon que ce que je vous ai expliqué pour rédacteur. Alors les agents de maîtrise, la différence c'est que les agents de maîtrise, eux, ils justifient 8 ans de service effectif en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de l'État. Donc le cumul des deux, il faut qu'il ait 8 ans. Donc ils sont bien repris et qu'il ait fait au moins 5 ans en qualité de fonctionnaire dans un cadre d'emploi technique. Parce qu'il peut arriver qu'il soit, par exemple, je dis n'importe quoi, qu'il soit dans l'administratif et qu'il soit passé après dans le technique, donc qu'il vienne de la territoriale de l'État, mais il faudra bien qu'il ait fait 5 ans dans le technique. La fonction publique hospitalière n'est pas exclue. Hein. On n'a jamais exclu des services de fonctionnaires. Tout à fait. Alors, je passe à une question suivante. Des contrats d'engagement dans l'armée de terre peuvent-ils être inscrits en page 4? Donc, je pense que la page 4, c'est les services intérieurs. Alors, la page 4. Oui, tout à fait. Oui, ce sont des contrats de droit public. Hein. Donc, ce sont des contrats qui, effectivement, peuvent être portés en page 4. Je pense que les services... Attendez voir. C'est pas... Non, c'est pas écrit dans les... Là, dans ce cadre-là, ils sont repris. Hein. Ça arrive d'ailleurs. Hein. Ouais. C'est très rare, mais ça arrive. Ils sont repris. Non, ce qui va arriver sur cette page 4 à présent, qui va être un petit peu nouveau par rapport à ce qui était fait jusqu'à présent, c'est que les contrats qui sont portés dans cette page-là, s'ils ont d'ores et déjà été pris en compte au titre de contrats qui ont pu être effectués pendant une dispo, vous vous souvenez de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, ce sont des services qui sont déjà pris à ce niveau-là dans l'encadré disponibilité. Donc, c'est des services qu'on ne reprend pas une deuxième fois de l'autre côté, du côté des contrats. Lorsque l'on a travaillé, le contrat, il est soit pris en compte au titre de la nouveauté loi de transformation de la fonction publique et on en prend en compte le contenu parce que c'est pendant une dispo et qu'on remplit les conditions, ou si on n'a pas pu les prendre en compte à ce niveau-là, ils seront pris en compte du côté des contrats sur la fameuse page 4, mais pas deux fois. Alors, pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Alors, peut-être que du coup, certaines voudraient passer par le biais de la main levée, si vous voulez lever la main et activer votre micro. Après, on a peut-être fait le tour de la question. On vous laisse une petite minute pour vous manifester si vous avez d'autres questions. Main levée ou chat, comme vous voulez. Non, a priori, on a fait le tour. Bon, eh bien, écoutez, en tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout. Merci d'avoir été si nombreux à suivre notre matinale. Et puis, à bientôt, peut-être, sur une nouvelle thématique. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.